Derrière, je crois que c'est le moment que la population dise non. Et donc, j'aimerais vous demander, je nous demande, nous population, et nous qui sommes des victimes des atrocités, d'être déterminés en ces jours. Et pour nous aujourd'hui, il est important donc de choisir notre candidat du choix librement. Et pour que nos voix ne soient pas des Samaloukonde, notre objectif est d'avoir des dirigeants qui se soucient de la population, qui protègent la population. C'est ça. De la presse, nous sommes très ravis d'être devant vous à cette journée de jeudi 21 septembre 2023 pour vous parler de nos activités politiques et la situation grave que connaissent notre pays en ces jours. Je voudrais d'abord vous annoncer que à partir d'hier, le 20 septembre 2023, nous avons lancé notre marathon pour gagner la victoire à la présidentielle. Donc nous lançons 90 jours de marathon vers la victoire. C'est pour demander au peuple congolais de refuser tout ce qui est glissement, de refuser tout ce qui peut retarder le processus. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps pour reculer, vu la situation grave que nous sommes en train de traverser et qui ne nécessite plus de dialogue, mais une situation qui nécessite l'alternance politique pacifique pour une nouvelle gouvernance. Pour qu'un pays puisse aller de l'avant, pour qu'un pays se développe, la première condition, c'est la sécurité. Sans sécurité, on ne peut plus rien faire dans un pays. Vous savez la situation que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, du nord au sud, du côté est. Aujourd'hui, l'est complètement anéanti par des groupes armés. La partie ouest envahie par des groupes armés qui commencent à massacrer les gens jusqu'à la porte de Kinshasa, même au niveau du Congo central. Et donc le peuple tout entier, le peuple congolais, se trouve dans l'insécurité. Et donc la vie est en train de s'arrêter petit à petit en RDC. Depuis tout ce temps, nous avons toujours dit qu'on a du mal à comprendre la persistance des groupes armés. Tous les efforts que nous cherchons à faire pour quitter cette brutalité, cette violence qui crée des morts et des morts, ne parviennent plus à trouver solution parce qu'il y a des groupes de Congolais eux-mêmes qui ne veulent pas qu'il y ait des solutions. Hier, on pensait que ce sont les habitants de l'Est qui sont eux-mêmes responsables de leur malheur, de leur instabilité, qui créent des morts. Mais aujourd'hui, nous avons des conflits à l'Ouest, nous avons des massacres à l'Ouest. Qui sont ces responsables-là? Parce qu'à l'Est, on disait que ce sont les fils de l'Est. Aujourd'hui, à l'Ouest, nous sommes en difficulté. Doit-on confirmer ou doit-on affirmer que c'est aussi les fils du Congo qui sont en train de tuer leur propre pays? Dans toutes les résolutions que nous cherchons à avoir, il n'y a pas de mise en exécution. Nous avons aujourd'hui une procédure engagée pour pouvoir lever l'état de siège depuis 2021. L'Assemblée nationale, le 29 septembre, après avoir analysé avec les experts du gouvernement, les experts de l'armée, de la police, des renseignements, avait trouvé que l'état de siège ne pouvait pas apporter solution aux problèmes de l'Est.
et avait demandé un plan de sortie dès 2021. Mais aujourd'hui, l'état de siège est toujours en vigueur. Qui ne veut pas penser que l'état de siège soit levé? Et pourtant, l'Assemblée nationale avait voté. Donc, ce que nous sommes en train aujourd'hui de vivre dans notre pays démontre qu'il y a une volonté manifeste pour maintenir la situation dans le chaos. Et nous devons démasquer ceux-là qui ne veulent pas que nous puissions aller de l'avant. Trop, c'est trop, cher peuple congolais. Nous sommes massacrés par nos propres frères aujourd'hui qui sont dans les groupes armés. Nous sommes massacrés par des groupes armés étrangers qui vivent, qui ont élu domicile en République démocratique du Congo et qui ne sont plus inquiétés. Nous sommes massacrés aujourd'hui, il est avéré d'après les vidéos que nous avons vues, qui ont circulé, par des éléments qui appartiennent à nos forces de sécurité. Nous sommes aujourd'hui massacrés par la famine. Les Congolais aujourd'hui est affamé. Les Congolais n'ont plus d'argent. Les Congolais ont une situation chaotique, une situation sociale qui ne lui donne plus la solution, la possibilité de vivre. Nous sommes massacrés par les maladies. Tous ceux qui ont fui les hostilités, qui se sont déplacés, ils n'ont plus rien à manger. Ils sont soumis à des maladies. Aujourd'hui, on n'a plus d'eau potable dans notre pays. On n'a plus d'électricité. Donc c'est un pays qui est totalement en difficulté. Mes frères et sœurs congolais, la RDC aujourd'hui, en Afrique, nous sommes le premier pays qui enregistre des morts et des morts. Et on n'en parle plus. Et tous les jours qui passent, à l'est de la RDC, il y a des personnes qui sont tuées. Mais malheureusement, il n'y a plus un mécanisme de dénonciation. Donc tous les massacres aujourd'hui qui se déroulent, qui se passent à l'Est, passent inaperçus, à moins qu'il y ait une organisation des droits de l'homme, une organisation, une ONG non gouvernementale, qui peut encore essayer de lever, de donner les chiffres. Tous ces citoyens qui meurent, est-ce qu'ils ne sont pas des Congolais? Est-ce qu'ils n'ont pas droit à la vie? Comme le stipule notre constitution, la vie humaine est sacrée. La RDC aujourd'hui, c'est le premier pays au monde qui regorge le plus de déplacés au niveau interne et externe. Mais quand vous allez dans tous ces camps de déplacés, que ce soit en RDC, que ce soit dans les pays voisins où ils ont élu domicile, ils n'ont plus rien à manger. Ils sont abandonnés. Ils ne sont plus soignés. Mes frères, doit-on se demander s'il y a vraiment une gouvernance en RDC? Toutes les tentatives que nous, de l'opposition, nous cherchons à faire pour accompagner les gouvernements, pour trouver des réponses, ont toujours été des échecs parce que nous sommes bloqués par les mêmes pouvoirs en place. Je voudrais revenir sur toutes les initiatives parlementaires qui sont bloquées aujourd'hui pour des raisons que nous ne connaissons pas. Le peuple est souverain. Dans un régime de démocratie, c'est le peuple qui est le maître, qui garde le pouvoir, qui détient le pouvoir. Et le pouvoir, c'est à travers ses élus à l'institution Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui donne naissance au gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui donne moyens au gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui gère le gouvernement, qui fait le suivi de l'exécution des finances, des budgets, des programmes du gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle à travers les moyens d'information et de contrôle. Et qu'advient donc aujourd'hui l'Assemblée nationale qui ne fait que accompagner des individus au pouvoir, mais qui ne reflète plus les points de vue de la population. J'aimerais que les Congolais sachent que nous avons lancé aujourd'hui notre 3 mois de course, de marathon pour acquérir le pouvoir. Il faut l'alternance.
il faut changer de gouvernance. La solution aujourd'hui pour la RDC, c'est passer par des réformes institutionnelles. Et donc, j'aimerais ici dire au peuple congolais que nous avons besoin de dirigeants qui reconnaissent la valeur du peuple congolais, des dirigeants qui reconnaissent les citoyens congolais. Tous ces massacres qui sont commis à Ituri, tous ces massacres commis au Nord Kivu, tous ces massacres commis au Sud Kivu, toutes ces parties des territoires envahis par les étrangers, les Mbororo, du côté nord du pays, les groupes armés de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi. Nous, Congolais, allons-nous toujours continuer à laisser ces systèmes d'une façon indéterminée? Allons-nous toujours accepter que nous soyons sous la menace extérieure comme intérieure? Je crois que c'est le moment que la population dise non. Et donc, j'aimerais vous demander, je nous demande, nous, population, et nous qui sommes des victimes des atrocités, d'être déterminés en ces jours et d'accepter des sacrifices pour pouvoir changer notre pays. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Nous devons mobiliser nos prochains. Nous devons nous engager nous-mêmes en tant que peuple congolais à aller de l'avant, à gardant jalousement notre carte d'électeur, en refusant tout glissement, en refusant tout dialogue et en maintenant les élections au 20 décembre. Et les élections devront être transparentes, démocratiques. Des élections crédibles qui vont cette fois témoigner de la volonté du peuple. Et la volonté du peuple, c'est avoir son dirigeant qu'il aime. Et pour nous aujourd'hui, il est important donc de choisir notre candidat du choix librement et pour que nos voix ne soient pas détournées. Chers Congolais, je vous invite à faire les sacrifices. Allez voter, allons voter massivement pour les candidats de notre choix. Et quand nous aurons voté, soyons rassurés que nos voix seront retenues et exprimées valablement jusqu'à l'affichage, jusqu'à la proclamation au bureau de vote. Et pour cela, nous devons rester surveiller les bulletins au niveau du bureau de vote jusqu'à l'affichage complet. Nous aurons des témoins partout que nous allons impliquer et ces témoins doivent rester dans les bureaux avec la population qui a voté pour que nous puissions être rassurés que les candidats que nous avons choisis, il revient sur les PV. Donc, chers Congolais, nous avons été humiliés dans le monde entier. Chers Congolais, nous sommes massacrés aujourd'hui. Chers Congolais, nous n'avons plus de moyens pour pouvoir nous offrir des soins appropriés, des soins de santé appropriés. Nous n'avons plus de moyens pour pouvoir nous offrir l'éducation. Nous n'avons plus de moyens pour pouvoir aujourd'hui protéger nos enfants et assurer l'avenir. Donc, engageons-nous dans un combat, c'est 90 jours, pour que nous puissions aboutir à des institutions nouvelles qui pourront nous donner les espoirs importants et nécessaires pour les changements dans notre vie. Je vous remercie. Sur la première préoccupation de mon confrère, bon, si jamais, avec toutes les pressions que vous êtes en train d'exercer sur le bureau, on alignait votre initiative parlementaire, donc l'interpellation contre le Premier ministre, est-ce que vous croyez vraiment que vous allez obtenir la tête de Jean-Michel Sama Lukonde du moment où Sama appartient à une majorité, et cette majorité-là, en tout cas, ne semble pas être prête à sacrifier son Premier ministre pour pratiquement donner une victoire à un membre de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas une initiative qui est vouée à l'échec d'avance? Si effectivement une interpellation s'était déposée,
le 15 septembre à 14h28 pour que Sama Lukonde vienne nous dire ce qui s'est passé à Goma en rapport avec les 3 ministères qui se sont rendus sur place. Parce qu'il y a des gens qui parlent de séparation des pouvoirs et disent que la justice est saisie. Oui, mais il y a eu une délégation de 3 ministres, les ministres de défense, de l'intérieur et du droit humain qui se sont rendus. Ça veut dire que le gouvernement s'est saisi du dossier. Et comme ça touche 3 ministères, il n'est qu'important que l'Assemblée nationale, parce que le gouvernement c'est l'émanation de l'Assemblée nationale, il faut que le gouvernement vienne nous dire qu'est-ce qu'ils ont constaté sur place et quel est le vrai problème à Goma. Donc il ne s'agit pas ici d'aller dans la compétition avec les pouvoirs judiciaires ou alors d'aller concurrencer les pouvoirs judiciaires, mais nous nous référons à notre mission en tant que parlementaires et des gouvernements à qui nous avons donné naissance, de pouvoir nous dire un peu qu'ils sont allés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qui s'est passé et qu'on nous raconte. Mais comme nous sommes dans un pays à régime démocratique, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et donc, par l'interpellation, ce sont des moyens contraignants pour amener le Premier ministre à nous dire ce qui s'est passé. Et l'interpellation, si nous ne l'apprécions pas, si nous n'apprécions pas l'explication, nous pouvons changer vers la motion de censure pour que nous puissions voter et voir est-ce que tous les députés sont d'accord avec cette façon du gouvernement de travailler. Parce que ce qui est vrai, disons-nous les choses vraies, si nous avions un renseignement capable, aujourd'hui, cette population n'allait pas être massacrée. Parce que les renseignements allaient donner toutes les informations nécessaires et importantes pour dire que ce sont des civils qui sont entassés quelque part et qui sont en séance de prière ou alors qui vont marcher le lendemain. Mais voici comment ça évolue la situation. Mais à suivre les choses qui se sont passées, nous pensons qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas et que le gouvernement est capable de nous dire. On a vu des images de policiers. Il y a un policier, on dit qu'il a été lapidé. Il y a eu des vidéos qui ont circulé. Comment ces policiers s'est retrouvé là? C'est important que le gouvernement nous dise, le ministère de l'Intérieur qui gère la police, nous dise mais comment ça s'est passé? Parce que nous avons le droit de comprendre. Vous savez que le procès prend beaucoup de temps. Les procès peuvent aller à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, même 10 ans. Mais nous avons quand même besoin de comprendre, nous en tant que population, qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont des Congolais qui ont droit d'être éclairés sur ce qui s'est passé. Et donc, il est important que Sama Lukonde vienne nous dire ce qui s'est passé. Comment s'y prendre si rien n'est programmé? Ils nous ont toujours bloqués. Moi, j'ai initié plusieurs procédures. En la session de mars 2023, j'ai initié une question d'actualité. Que le Premier ministre vienne nous dire l'état des lieux par rapport à la situation à l'Est, de la sécurité à l'Est. On n'a pas voulu programmer la question. Même les années antérieures, toutes les questions que nous voulons initier pour accompagner les gouvernements n'ont jamais été programmées. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est de pouvoir informer la population, d'attirer toutes conséquences, que vous avez des dirigeants qui ne préfèrent pas écouter vos élus et qu'il faut prendre des positions en conséquence. Parce que le pouvoir vous appartient, vous, population. Et si on n'écoute pas vos élus, ça veut dire qu'il y a des difficultés réelles au sein des institutions et que vous, en tant que population, vous devez sanctionner. Et nous sommes déjà à 3 mois des élections. Il appartient maintenant, nous, à informer la population de la réalité que nous voulons des institutions au service du peuple, des institutions qui écoutent le peuple. Et donc, si ces institutions n'ont pas pu aider le peuple, aujourd'hui, il est temps de pouvoir faire des réformes en changeant les animateurs de ces institutions. C'est ce que nous allons faire. Nous, on n'a pas d'autre arme que de pouvoir communiquer à la population les vraies raisons qui font en sorte qu'on ne nous programme pas au niveau de l'Assemblée nationale. Et jusque-là, il n'y a pas de bonnes raisons. C'est juste des manipulations politiques. Et des manipulations politiques de l'union sacrée qui ne voudrait pas d'initiative parlementaire, qui pense protéger son gouvernement. Mais vous n'allez pas protéger votre gouvernement qui ne voit pas le peuple. Donc nous sommes face à une situation où le peuple doit agir et nous allons accompagner le peuple avec des informations fiables qui démontre que le gouvernement n'a pas voulu écouter ce que ses représentants ont voulu lui communiquer.
Pourquoi j'insiste sur la levée de l'état de siège? Pour la deuxième question, l'état de siège, ce n'est pas moi qui demande la levée, mais il y a eu une résolution officielle. Nous avons insisté parce que la population a lancé des cris d'alarme, a voulu que nous puissions évaluer. Pour la population, l'état de siège ne portait plus la solution à ce qui s'est passé sur le terrain. Et cela, c'était déjà à 2 mois de la proclamation d'état de siège. S'il vous plaît, il s'est avéré que la population a commencé à trouver que l'état de siège était un dispositif qui n'allait pas l'aider. C'est comme ça la population a crié et nous avons fait un effort pour qu'il y ait une évaluation. Et ça n'a pas été facile pour nous tous d'obtenir cette évaluation à l'Assemblée nationale. Mais quand la commission de défense et sécurité a réuni les différents acteurs, les députés nationaux, les ministres et aussi les experts de l'armée comme de la police et du renseignement, la commission a fait un travail qui a abouti à des résolutions et recommandations votées officiellement à l'Assemblée nationale le 29 septembre 2021. Et cette résolution exigeait à ce qu'il y ait un plan, que le gouvernement amène un plan de sortie avant la 10e prorogation et qu'on lève l'état de siège. C'était la recommandation, la résolution de la commission de défense et sécurité qui avait démontré que l'état de siège avait complètement échoué. Donc les résultats étaient mitigés. Mais la question qu'on se pose, pourquoi on ne veut plus respecter cette résolution et recommandation de l'Assemblée nationale? Parce que là, nous sommes normalement face à l'outrage à l'Assemblée nationale. Parce qu'on a outragé l'Assemblée comme on ne veut pas écouter des résolutions et des recommandations de cette grande institution qui représente le peuple. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui se cache devant ces métiers d'état de siège? Récemment, on a appris qu'il y a eu la table ronde. Une table ronde auquel moi j'ai refusé de participer. Pourquoi? Parce que c'est un format qui n'était pas constitutionnel. La Constitution donne le pouvoir au chef de l'État de proclamer l'état de siège et un mois après, l'apanage revient à l'Assemblée nationale qui peut juger, après un débat, continuer à proroger oui ou non tous les 15 jours. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale peut lever l'état de siège. Mais pourquoi l'Assemblée nationale ne veut pas lever l'état de siège et pourtant c'est de leur apanage? Mais on veut faire une table ronde pour dire que, comme nous l'avons attendu auprès d'un membre du gouvernement, qu'il appartiendra au président de pouvoir apprécier, après consultation, s'il faut lever l'état de siège ou non. Non, ce n'est pas le chef de l'État qui lève l'état de siège. Après un mois, ce n'est plus lui. Alors, ce qui se passe ici est que les députés, pour des raisons obscures, ne veulent pas lever l'état de siège. Et c'est comme ça, moi, je vais le dire devant tout le monde, que chaque circonscription devrait faire pression sur son député, que nous puissions rester en dehors de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'on lève l'état de siège. Parce que si le Nord Kivu et le Sud Kivu, tous les députés aujourd'hui se mettent à l'écart de tout ce qui est prorogation de l'état de siège, on finira par lever. Parce que toute chose qui se fait sans nous, ça sera contre nous. Mais pourquoi les députés restent dans la salle? Moi, j'ai suspendu ma participation à toute séance de prorogation d'état de siège. Ça fait plus d'une année. Mais pourquoi les autres, ils restent? Donc, ce sont des agendas obscurs. Et parmi les agendas obscurs, nous sommes en train de penser dans nos analyses que nous n'avons pas encore confirmées. Est-ce que l'état de siège a trait aux élections? Est-ce qu'on veut exclure l'Ituri et le Nord Kivu pour ne pas élire afin de diminuer les quotas de la partie Est qui constitue l'électorat majoritaire? On est en train de se poser ces questions. Qu'est-ce qui se cache derrière le maintien de l'état de siège? Est-ce qu'on veut aujourd'hui profiter des moyens qui ne sont plus contrôlés des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu pour gonfler les poches de certaines personnes? On ne le sait plus. Mais nous pensons peut-être qu'on devra continuer à mûrir la question qu'il y a des traits entre l'état de siège et les élections. Parce que ce qui est vrai, l'état de siège est un état exceptionnel. Mais aujourd'hui, tout ce que nous vivons à l'Est, en Ituri comme au Nord Kivu, ce n'est plus un état de siège exceptionnel parce qu'il n'y a pas même d'affrontement entre les groupes armés et les forces de l'ordre. Il n'y a pas des opérations militaires comme il le faut pour pouvoir trouver solution et protéger la population.
Vous savez qu'à Ituri, rien que le mois qui vient de s'achever, au mois d'août et le mois de septembre, il y a eu plus de 50 morts qu'on a dénombrés. Récemment, chez les Walais et Fukutu, dans les territoires d'Irumu, il y a eu plus de 18 morts. On parle aujourd'hui de plus de 8 morts dans la forêt également. Il y a eu du côté Ndjoukou, plus de 21 morts qu'on a recensés rien qu'ici au mois de septembre. On n'en parle plus malheureusement. Du côté Mambasa, des territoires de Mambasa, il y a eu des morts. Quand vous allez au niveau de Nord Kivu, il y a eu ces carnages à Goma. Mais il y a beaucoup de massacres isolés, même dans les zones sous occupation. Il n'y a personne qui en parle. Vous descendez au site Kivu, la région de Fizi, la région de Mwenga, dans ces territoires-là, il y a des carnages, mais on n'en parle plus. Et donc, ce sont des choses que nous voulons cesser. Il faut qu'on remette la responsabilité aux civils et que nos gouverneurs s'occupent, ou nos militaires s'occupent des opérations militaires. Et une des recommandations, des résolutions qu'on a eues avec la Commission de défense et de sécurité votée à l'Assemblée nationale, demandait à ce qu'on puisse délocaliser les zones sous état de siège, qu'on puisse délimiter ces zones-là, requalifier l'état de siège en ciblant les endroits qui sont les plus affectés par les hostilités et déployer toutes les forces dans ces zones-là. Donc ça n'a plus rien à voir avec toute la province de l'Ituri, toute la province de Sud Kivu, où il y a des espaces où il y a la sécurité quand même. Donc nous sommes face à une situation où l'état de siège est maintenu pour des raisons obscures. Et il s'agit aujourd'hui de demander à tous les députés du Nord Kivu et de l'Ituri de pouvoir se réunir et d'en tirer des leçons, et pourquoi pas quitter la salle pour faire pression à ses collègues. Sinon, nous sommes tous complices de ces métiers qui n'est plus exigé aujourd'hui par la population, parce que la population veut en sorte qu'on puisse quitter l'état de siège, qu'on puisse lever sans forme de procès. Les dangers des tables rondes, c'est que j'avais dit dans un point de presse à Bouya, et qu'après consultation, le chef de l'État peut avoir dit que non, bon, nous avons pensé après consultation qu'il y a encore urgence de maintien d'état de siège. Qu'est-ce que nous allons devenir? Donc c'est une solution, c'est l'état de siège aujourd'hui, c'est une politique propre à l'union sacrée, mais qui n'est plus acceptée par la population. Et je vais finir par la troisième question. L'interpellation, si elle n'est pas alignée, si par exemple on aligne l'interpellation, est-ce que nous allons obtenir la tête de Sama Lukonde? Mes peuples congolais, chers journalistes, notre souhait, ce n'est pas notre désir, notre objectif, ce n'est pas chercher la tête de Sama Lukonde. Notre objectif est d'avoir des dirigeants qui se soucient de la population, qui protègent la population. C'est ça notre souci. Donc Sama Lukonde n'est rien par rapport à une institution, gouvernement, que nous sommes en train de chercher à pouvoir protéger le peuple. Il y a des gens qui pensent que nous pouvons avoir des problèmes avec les gouverneurs militaires. Les gouverneurs militaires, que ce soit celui de l'Ituri, que ce soit celui du Nord Kivu, ils ne sont rien par rapport à toute une institution, gouvernement ou président de la République. Pour que les pays aillent de l'avant, nous avons besoin des institutions qui sont fortes. Ici, en initiant l'interpellation, nous voulons à ce que l'institution gouvernement puisse prendre en charge sa responsabilité de pouvoir protéger la population. Et l'institution gouvernement est chapeautée par Sama Lukonde. On n'a pas de problème privé avec Sama. D'ailleurs, Sama Lukonde, c'est un ami à moi. Donc, je ne peux pas chercher à faire du mal à lui. Mais moi, je cherche que l'institution gouvernement aujourd'hui, qui est devenue incapable de gérer la population, l'institution gouvernement aujourd'hui, qui est devenue incapable de gérer nos forces de sécurité, puisse laisser la place à des gens qui sont capables et compétents. C'est ça notre problème. Donc nous allons aligner, nous allons faire des pressions pour qu'on aligne cette interpellation. Je viens de procéder à un premier appel. Nous irons jusqu'à 5 rappels. Et si, messieurs les députés, Mbosso, qui est député comme moi, ne veut pas aligner cette interpellation à travers les bureaux qu'il chapeaute, nous allons communiquer à la population que voilà, vous avez des problèmes, nous avons interpellé
les gouvernements, mais les bureaux. Mbosso n'a pas voulu aligner. Nous allons informer la population. Et la population n'est pas dupe pour tirer des leçons et comprendre quel genre d'institution nous avons à ce moment-là. Donc pour nous, nous sommes très calmes. Nous avons rempli notre devoir de pouvoir interpeller le Premier ministre Sama qui gère le gouvernement à pouvoir expliquer. Et si jamais il y a des manœuvres pour bloquer cette interpellation, nous allons informer le peuple pour que le peuple prenne toutes ces dispositions avec ces 3 mois qui restent des élections qui restent confirmées pour le 20 décembre. Que le peuple prenne des dispositions qui permettront à ce que prochainement nous ayons des institutions capables. Et nous avons lancé donc notre machine, nous avons lancé notre marathon pour obtenir la victoire parce que le peuple est fatigué de la mégestion, le peuple est fatigué de la mauvaise gouvernance. Ça signifie qu'il n'est plus question d'un quelconque glissement comme vous l'avez souligné. Merci. Le marathon de 90 jours est simple. Nous allons sillonner partout. Nous de l'opposition, nous allons sillonner partout et nous avons commencé à sillonner partout dans la République. Il s'agit de demander aux Congolais de faire les choix. Est-ce que vous voulez continuer à souffrir? Est-ce que vous voulez continuer à être maintenu dans le chaos? Est-ce que vous voulez le développement? Est-ce que vous voulez de bonnes institutions? Si vous le voulez, acceptez d'avoir ces sacrifices, de faire ces sacrifices pour que nous puissions changer les institutions, que nous puissions faire des réformes au niveau des institutions. Donc, nous sommes en train de circuler dans les différentes provinces, nous de l'opposition, pour demander au peuple de prendre sa responsabilité en tant que souverain primaire et cette fois-ci d'éviter la manipulation des gens qui viennent les tromper tout simplement. Avec le nombre de morts que nous avons pu recenser, avec le nombre de déplacements, avec aujourd'hui une économie qui est chaotique, qui est en train d'exterminer la population congolaise, nous sommes en train de sensibiliser la population face au choix. Faut-il rester dans ces antivaleurs ou alors aller dans la bonne gouvernance? Mais nous leur présentons cette carte de bonne gouvernance et c'est à cette population de choisir. Mais il n'y a pas un seul Congolais qui veut que nous soyons dans la misère, qui veut que nous soyons maintenus dans la pauvreté. Il n'y en a pas. Tous les Congolais veulent qu'on aille vers le développement. Tous les Congolais veulent qu'on aille vers la bonne vie, vers la bonne gouvernance. Alors il s'agira de demander à cette population de ne plus être dupe et de s'engager pour changer les choses positivement. Et parmi les changements aujourd'hui, comme ils disent, nous votons, mais nos voix ne sont pas respectées. Nous allons leur demander de faire les sacrifices. Au lieu de souffrir encore pendant 5 ans, souffrez toute la journée, toute la nuit, les jours de vote. Vous restez au bureau de vote et nous allons récolter tous les PV. Tous les PV, les photographier, les lancer partout pour qu'on voit que la victoire revient à la personne que la population a choisie. Si Fayoulou, qui s'est réclamé candidat gagnant en 2018, n'a pas pu obtenir gain de cause à la Cour constitutionnelle, c'est parce qu'il n'a pas pu réunir, tous les PV, tous les procès verbaux nécessaires pour pouvoir apporter la preuve à la Cour. Et cette fois-ci, nous allons communiquer à la population congolaise, en dehors de nos témoins, que toute la population réunisse les PV, que nous puissions réunir les PV pour que notre candidat, ou alors le candidat qui va gagner, ne soit pas dipé, qu'il ne soit pas dépouillé de ses voix. Donc il s'agit de convaincre dans ces marathons, de donner des dispositifs à la population pour que ces voix soient respectées. Donc je termine en disant, pour ces premiers points, le marathon de 90 jours consiste à sensibiliser la population à pouvoir quitter les antivaleurs, à aller vers ce qui va construire les pays, mais aussi à pouvoir responsabiliser la population pour
protéger et surveiller ces voix en passant toute la journée au bureau de vote et toute la nuit jusqu'au dépouillement, l'affichage des résultats. La population doit accompagner le processus électoral parce que la population elle est plus forte que la CENI, la population elle est plus forte que la Cour constitutionnelle. Ouais, pour la deuxième question, les Wazalendo et l'armée. Je ne préfère pas rentrer dans cette polémique des Wazalendo. Je ne connais pas d'abord qu'est-ce que ça signifie Wazalendo, ça m'importe peu, mais moi en tant que député national, je suis en train de voir le peuple congolais. Et moi en tant que député, je ne comprends pas qu'il y ait un groupe de Congolais qui vivent dans une ville, dite ville de Goma, et qui sont rassemblés dans une église, d'autres sont dans une radio, dans une installation radio, et du coup, qu'il y ait des gens qui viennent tirer sur eux. Moi, en tant que peuple congolais, je ne comprends pas. Et donc, il faut qu'on nous explique quand même qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse tuer des gens qui n'étaient pas, selon les informations que nous avons entendues et les vidéos, où il n'y avait pas affrontement. Parce que si aujourd'hui le gouvernement a reconnu qu'il y a eu dérapage de certains éléments de forces de l'ordre, ça veut dire que le dérapage ne constituait pas l'affrontement entre deux camps. C'est ce que moi je comprends de ces Français-là. S'il n'y a pas deux camps qui se sont affrontés, s'il y avait deux camps, je veux dire, qui s'affrontaient, on ne parlerait pas de dérapage parce que ce serait l'affrontement entre deux groupes qui sont armés. Mais s'il y a eu dérapage, ça veut dire aujourd'hui, le gouvernement reconnaît qu'il y a eu des civils qui sont morts et on qualifie cela de dérapage. Mais on ne comprend pas. La question, on ne comprend pas s'il y a 2, 3, 6 officiers qui sont aujourd'hui devant la barre et nous saluons cette arrestation. Mais qu'est-ce que nous allons dire quand ils étaient en train d'exécuter cette action-là? Il y avait d'autres militaires qui étaient là. Et donc, il fallait quand même qu'il y ait une intervention pour qu'on bloque tous les 6 pour que les massacres ne connaissent pas. Et donc, nous sommes en train de chercher quand même que le gouvernement nous dise ce qui s'est réellement passé. Donc, comprendre Wazalendo et l'armée, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais nous voulons au moins que des citoyens congolais qui ont été tués et enterrés dans des conditions qui laissent à désirer, qu'on puisse quand même en tenir compte et qu'on nous dise ce qui s'est passé. Qu'on multiplie des plaidoyers. À la deuxième question, deuxième sous-question, vous dites que la CENI devrait commencer le déploiement dans 15 jours. Hier, il y a eu un échange avec la CENI. Il y a eu un échange entre les acteurs de la société civile, les politiciens avec la CENI, et ils ont confirmé qu'ils ont commencé le déploiement. Ils ont fait des projections, ils ont confirmé. Et nous aussi, nous voulons à ce que ces déploiements s'effectuent, évidemment dans de bonnes conditions, avec des matériels qui ne vont pas tomber en panne comme on l'a connu avec l'enrôlement des électeurs. Et donc, comme la CENI confirme les élections au 20, et nous avons entendu dire aussi que le chef de l'État, à la tribune des Nations Unies, a confirmé aussi les élections au 20 décembre, nous aussi, en tant que population, nous voulons que les élections se passent effectivement le 20 décembre 2023, parce que nous voulons changer les choses. Et donc, nous n'allons pas accepter qu'il y ait dialogue ou qu'il y ait glissement. Donc, nous sommes en train d'espérer que la CENI est en train de déployer les matériels et nous, en tant que partie prenante à ces processus, nous allons aussi surveiller pour que tout se passe bien. Alors, là... Sur quel point souhaiteriez-vous exactement réagir? Et pour nous, plus précisément sur les départs de la MONUSCO alors que la situation politique est déjà presque crispée. Ma question, c'est par rapport à la vidéo du général Alonga Boni qui qualifie le peuple ivoirien des distraits, et voire même des trop distraits. Parce que, car une autorité peut appeler la population et leur donner des armes et la population s'entretient. Si vous ne tenez pas garde, le territoire du Roumu et d'autres territoires pourraient partir comme ça. Et la deuxième question, par rapport à l'audio, un audio qui circule sur les réseaux sociaux de l'honorable Daniel Tsafou, auquel il réclame 10 000 $ par rapport à ses contributions. Je ne sais pas si vous avez suivi et si vous pouvez réagir. Deuxième question, vous avez parlé
d'un général en Ituri pendant l'état de guerre, pendant l'état de siège, qui nous a qualifiés de distraits. Moi-même, j'étais révolté à l'époque quand j'ai entendu ça. Ces policiers, c'est un policier, je vous réaffirme, tôt ou tard, nous avons retenu tous ces audios, toutes ces déclarations, nous les avons. Il est venu se moquer des Ituriens. Il l'a fait. Nous avons enregistré. Peut-être maintenant, comme le pouvoir appartient aux plus puissants, nous n'avons rien à faire. Mais un jour viendra où il nous voit. Il va nous expliquer à quoi est-ce que nous sommes distraits. Parce que le peuple iturien aujourd'hui subit une mauvaise gestion politique dont il n'est pas responsable. Les civils ituriens qui sont aujourd'hui armés, qui tuent, d'où est-ce qu'ils ont reçu ces armes-là? Nous avons des pays frontaliers avec la RDC. De ce côté-là, il y a le Soudan, il y a l'Ouganda. Est-ce qu'ils ont reçu les armes de l'Ouganda ou du Soudan? Et s'ils ont reçu les armes du Soudan et du Rwanda, ou alors de l'Ouganda, ces armes sont entrées comment alors qu'il y a des forces de sécurité qui existent sur place? Parce que le gouverneur militaire, que ce soit en Ituri ou en Nord Kivu, contrôle toutes les deux provinces. Ces armes sont entrées comment? D'où est-ce que ces miliciens ou ces groupes armés ont obtenu leurs armes? Et pourquoi aujourd'hui il n'y a pas des opérations militaires contre ces groupes armés? Alors, on vient nous imposer une guerre en Ituri, on vient nous imposer des massacres, et après on dit que nous sommes distraits. Non. Figurez-vous que nous aussi nous sommes des Ituriens capables. Il y a des réponses qui seront à la hauteur de ce que ces policiers ont dit. Et nous nous préparons. Parce qu'on ne doit pas ridiculiser la province de l'Ituri devant le monde entier pour dire qu'on est distrait. À quoi est-ce qu'on est distrait? Quand je prends le territoire de l'Irumu, quand il dit que ce territoire va disparaître, nous avons aujourd'hui l'armée ougandaise dans le territoire d'Irumu. Qui a invité l'armée ougandaise dans le territoire d'Irumu? Nous avons aujourd'hui les ADF, qui sont des groupes armés étrangers qui sont en Irumu. Qui les a invités? Comment se sont-ils retrouvés là? Nous avons aujourd'hui des groupes armés autochtones qui ont pris des armes comme autodéfense, mais qui patrouillent, qui font des patrouilles normalement, qui circulent et on ne les arrête pas. Et pourtant nous avons des forces. Qui est en train de faire ça? J'ai été récemment dans la région de Beni, Butembo. Vous prenez la ville de Beni. Dès que vous quittez pour aller à Butembo, vous faites juste 2 km, il n'y a pas de militaires de l'armée régulière, il n'y a pas de policiers, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre Butembo sur un intervalle de près de 50 km. Il n'y a que des groupes armés qui sont là. Qui autorise à ce que ces groupes armés restent là? Non, il y a des questions que nous devons nous poser nous-mêmes. Pour dire quoi? On est aujourd'hui face à une situation qui est imposée. Quand vous voyez la ville de Goma lourdement surarmée aujourd'hui, et ça, c'était notre crainte, quand vous venez dans la ville de Goma, vous avez peur. Une ville surarmée. Mais aujourd'hui, on voit que ces armes se retournent contre des populations civiles. Donc, ces généraux devraient se poser plus de questions. On sait qu'aujourd'hui, en Ituri, au lieu que l'état de siège s'occupe des opérations militaires, l'état de siège est plutôt en train de faire des développements qui n'étaient pas sa priorité. Asphalter des routes, réhabiliter des hôpitaux, réhabiliter des écoles, ce n'était pas le travail de l'état de siège. L'état de siège, c'était pour imposer la paix. Donc, je crois que nous ne devons pas avoir de bouc émissaire pour dire que les conflits, c'est aux Ituriens. Et je vais terminer sur cette question par dire qu'il y a normalement des instruments juridiques qui permettent à ce que les groupes armés où les choses ne se passent pas comme voulu. Pourquoi la justice ne sait pas répondre à des préoccupations des groupes armés? Pourquoi la justice n'arrête pas les groupes armés, les juges
et fait en sorte que ces phénomènes ne se retournent plus contre la population civile. Tous les jours aujourd'hui, moi je l'ai dit depuis l'année passée, il y a l'insécurité dans les villes de Goma, l'insécurité dans la ville de Bunia. Dans les villes de Goma et Bunia, il y a l'insécurité permanente où il y a enlèvement à tout moment, il y a des tueries et on ne sait pas pouvoir donner solution à ça. On a enlevé des gens il y a des semaines dans le territoire de Mahagi, dans la chefferie de Mokambo. L'État ne dit rien. On a enlevé un DG de l'ISPCK 20 à Nituri, à Bunia, dans la ville de Bunia, à pleine ville. L'État ne dit rien. On tue des gens, pas loin qu'il y a des jours, hier d'ailleurs, avant-hier, on a tué des gens à pleine ville, dans la ville de Bunia. On ne les dit pas. Donc, l'état de siège a complètement échoué et mitigé, mais il y a des raisons que nous ne savons pas qui font en sorte qu'on est en train de maintenir. Je vis comme tout le monde sur les réseaux sociaux, Safou s'exprimer. Bon, je ne sais pas quel est le problème avec cet audio. Dans tout parti politique, il y a des retenues de cotisations qui se font chaque mois sur nos émoluments. Et Safou a contribué à la source, comme tout autre député, il a contribué dans son parti. C'est tout à fait normal. Et comme vous savez qu'il y a une situation où aujourd'hui Safou ne reçoit plus d'émoluments à l'Assemblée nationale. D'abord, une procédure qui s'est passée d'une façon irrégulière. Parce que quand moi je voulais intervenir à l'Assemblée nationale, le président Mosso n'a pas voulu de ma motion de procédure. Parce que je voulais démontrer que la procédure n'a pas respecté les règlements intérieurs. Mais on a pris une décision sans respecter la procédure et Safou a été exclu de l'Assemblée nationale et ne perçoit pas ses émoluments. Alors, il est dans une situation où il ne peut même pas circuler. Parce que s'il circule, il y a des jeunes gens qui veulent chaque fois lui faire du mal. Il est humain, il doit vivre. Il a des responsabilités. Et donc, il veut assez qu'on puisse lui donner une partie de l'argent cotisé au parti pour qu'il continue à vivre. Ce n'est même pas un scandale. Je ne sais même pas pourquoi cet audio doit faire problème. Ce n'est pas un scandale. Lui, il demande à son parti qu'il est dans des situations d'inconfortabilité et qu'il a besoin de moyens. Mais est-ce qu'il a adressé à notre parti? Je ne sais pas. Parce que si il avait adressé une lettre, on aurait la lettre ici et on allait répondre positivement à cette lettre. Parce que nous, on ne va pas abandonner un des nôtres. C'est un député de Ensemble. Je pense que le CG va faire la mise au point prochainement. Mais c'est un député d'Ensemble. Et moi, je réponds à cette question parce que je suis délégué général à charge des élites et Ensemble pour la République. Et si je réponds, je vais dire effectivement, Safou ne bénéficie pas de l'argent. Il a été suspendu par la Cour, par l'Assemblée nationale, mais aussi par des dispositions. Nous ne comprenons même pas cette suspension-là. Et que Safou a cotisé au parti et qu'il voudrait peut-être à travers cet audio qu'on puisse l'assister. Mais nous, on attend une lettre. Quand il y aura une lettre où il va demander des moyens officiellement, je crois qu'il y a un comité directeur du parti qui va siéger et qui va répondre. Donc ça ne pouvait pas... Ce sont des commentaires entre des amis. Malheureusement, on est piégé. Et ça, il faudra quand même à un moment donné que les gens sachent que c'est aussi une infraction. Les secrets de correspondance, on ne peut pas les divulguer comme ça. Il fait confiance à quelqu'un, il parle, il explique ses problèmes. Mais vous l'enregistrez, vous avez vu la vidéo, on est en train de l'enregistrer et on balance. Ce n'est pas possible. Si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui me reprochent que je ne prends pas le téléphone, c'est pour échapper à ces pièges-là. Récemment, j'ai commencé à recevoir le téléphone à Bunia. Et il y a eu un ami à moi qui a pris le son de ma conversation. Il a lancé ça dans les réseaux sociaux. Heureusement, je n'ai tué personne, je n'ai cité personne. Il a lancé, lui-même s'est trouvé ridicule. Parce que moi, je lui demandais, messieurs, il faut grandir en politique. Ne commencez pas à quitter n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Grandissez, tu es appelé à être un politicien. Grandissez, soyez à la hauteur. Et il prend notre conversation, il lance ça dans les réseaux sociaux. En disant que non, moi je suis pour les gouverneurs militaires et que pour moi son bilan est positif. Et ils font des commentaires comme ça parce qu'on est dans la période électorale.
Non. Je n'ai pas de problème avec Louboya. Louboya, c'est un général congolais. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais j'ai des problèmes avec l'administration de l'État, du gouvernement qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas discuter avec Louboya. Moi, je suis supérieur à Louboya. Je suis un député national. Je traite avec des hautes institutions comme le Premier ministre. Je vais perdre mon temps avec Louboya. Pourquoi? Mais maintenant, pour eux, c'est ça. Les combats qu'ils doivent mener. Pour dire quoi? Nous sommes en train parfois d'attaquer humain, d'échanger avec nos amis au téléphone. Mais comme les gens sont en train de se piéger, on prend votre conversation, on les met sur les réseaux. Et donc c'est un appel aussi encore une fois aux collègues députés et à tout le monde de faire attention quand vous échangez. Mais aussi de comprendre qu'il y a les secrets correspondances où on pouvait même poursuivre la personne. D'ailleurs, normalement, ça devrait poursuivre. Même moi, j'ai voulu poursuivre, mais bon, après j'ai laissé. Mais ce sont des choses graves. Et quand vous partagez, c'est aussi une infraction. Je pense que vous les connaissez. Donc, il y a des choses pour lesquelles on doit quand même grandir et prendre de la hauteur pour qu'on ne puisse pas en arriver là. L'avant-dernière question, derrière, je crois que c'est le moment que la population dise non. Et donc, j'aimerais vous demander, je nous demande, nous population, et nous qui sommes des victimes des atrocités, d'être déterminés en ces jours. Et pour nous aujourd'hui, il est important donc de choisir notre candidat du choix librement et pour que nos voix ne soient pas des Samaloukonde. Notre objectif est d'avoir des dirigeants qui se soucient de la population, qui protègent la population.